avant de se pencher sur la question du vote nuancé pour laquelle on se retrouve aujourd'hui et qu'on est vraiment content avec Martin de vous faire découvrir si vous connaissez pas encore cette méthode, on avait envie de se refaire un tout petit focus sur ce que nous on peut appeler de manière un peu amusante la décidologie et son lien avec la responsabilisation ou en tout cas la manière dont on peut envisager la responsabilisation dans les organisations. Euh, Vous partagez que, il y a finalement des grandes méthodes de prise de décision qui sont très classiques dans les organisations du travail et que vous expérimentez, vous connaissez sans doute. On parle de la méthode en solitaire, donc ou la méthode autocratique. Je décide en tant que manager, je décide en tant que collaborateur sur mon périmètre, sans avoir à consulter, co-décider avec d'autres, etc. On va avoir la décision consultative, donc là, j'ai le dernier mot, mais finalement, je viens quand même chercher quelques avis autour de moi. La décision à la majorité, et puis enfin, le consensus. Il faut absolument que tout le monde soit très enthousiaste collectivement sur la décision à prendre. Ça, c'est les méthodes dites classiques au sens où, en fait, c'est des méthodes qu'on a l'habitude d'utiliser et qui sont les plus couramment utilisées dans les organisations. Mais en fait, il y a aussi d'autres méthodes qui existent comme par exemple le vote nuancé dont on va parler aujourd'hui, la décision par consentement, qui est une modalité de décision collective euh, alternative au consensus, ou en tout cas qui permet peut-être de pallier à des inconvénients du consensus, et le système de décision par sollicitation d'avis, qui est un système général, on pourrait dire, de sollicitation d'avis de méthode consultative. Pourquoi on dresse ce panel? Parce que ça nous semble très important de commencer par partager que nous, on a fait un constat après quand même plusieurs années d'accompagnement, de découverte aussi de différentes organisations qui travaillent sur ces questions-là, et puis évidemment d'expérience et de recherche autour des organisations plus classiques et de la manière dont elles évoluent, qui est de dire, en fait, la question de la décision au travail, c'est un impensé. On utilise des méthodes classiques parce que c'est celles auxquelles on est habitué, mais en fait, on ne réfléchit pas à la manière dont on décide dans les organisations. Et pourtant, c'est extrêmement important parce que si on veut augmenter l'autonomisation, la responsabilisation, la coopération, la participation au sens large, en fait, réfléchir et penser le système décisionnel dans son organisation, c'est essentiel. Toutes ces méthodes, elles ont des avantages et des inconvénients. L'idée, c'est pas de dire les méthodes classiques sont à mettre à la poubelle, vivement les méthodes contemporaines, pas du tout, mais au contraire de bien les connaître, de bien connaître leurs avantages et leurs inconvénients pour savoir quand les utiliser. Et finalement, de manière aussi assez classique, vu qu'on a une histoire d'organisation du travail qui sont issues des pyramides plutôt telluriques, en fait, on utilise quand même très souvent la décision individuelle et très peu la décision collective, sans doute par manque d'outils plus que par manque de volonté. Et l'idée, à travers notamment le temps qu'on passe aujourd'hui, c'est de vous présenter une méthode de décision contemporaine plus collective, voilà, pour se dire, tiens, un nouvel outil à ajouter à son arc. Pourquoi, en quoi c'est intéressant de faire le choix de s'équiper d'outils, de méthodes décisionnelles plus collectifs? Il y a plein de très bonnes raisons. Il y a aussi des mauvaises raisons à certains moments, mais quand on a envie, par exemple, de bénéficier de l'intelligence collective, d'enrichir sa vision, d'éviter d'avoir des angles morts sur une décision qui va être importante, et bien en fait, bénéficier des regards collectifs et prendre une décision collective, ça peut être vraiment très utile. C'est aussi très utile de faire appel à la décision collective quand la mise en œuvre de la décision nécessite l'engagement de ces équipes et qu'on veut éviter des blocages, des résistances. En fait, intégrer et engager les personnes dans la codécision, ça va être une manière de s'assurer ou en tout cas de favoriser le fait que les gens s'engagent dans la mise en œuvre de la décision. Responsabiliser, développer la prise d'initiative au quotidien, évidemment, quand on est sollicité pour donner son avis et pour co-décider, ben, en fait, on se responsabilise dans les conséquences des choix qu'on va faire avec d'autres. Et puis, ça nous donne envie aussi, à plein d'autres moments, de proposer des décisions, de prendre des initiatives, parce qu'en fait, on se sent impliqué, parce qu'on a du pouvoir, en fait, tout simplement. Décider, c'est avoir le pouvoir de faire des choix, donc ça génère plus d'engagement et plus de prise d'initiative, au sein des équipes. Euh, Quoi d'autre vous dire? Bah, c'est que finalement, ce que nous, on a pu observer, c'est que la majorité des organisations qui ont déjà travaillé sur la question de la décision, ou en tout cas qui se posent
vraiment de manière précise la question de comment on décide, qu'est-ce qui est décidé collectivement, qu'est-ce qui est décidé individuellement, finalement, la majorité de ces organisations, elles ont des systèmes dits hybrides. C'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas que la majorité ou le consensus ou la sollicitation d'avis ou la gestion par consentement ou la décision en solitaire, mais au contraire, elles mixent l'ensemble de ces outils décisionnels pour être en capacité d'adapter la modalité, c'est-à-dire est-ce que c'est une décision très solitaire avec une seule personne ou une décision très collective qui demande énormément d'assentiment, donc par exemple comme le consensus, en fonction des décisions et du temps qui est alloué pour prendre ces décisions. Et là, c'est vraiment intéressant de voir à quel point, quand on réfléchit bien aux différentes modalités décisionnelles en fonction des risques, du type de décision, est-ce qu'elles sont opérationnelles, est-ce qu'elles sont stratégiques, et du temps que l'on a devant soi, en fait, on peut avoir un système qui est extrêmement efficace et extrêmement engageant. Un petit exemple que nous parle beaucoup parce que c'est un collectif qu'on a accompagné sur sa prise de décision, c'est enfin la structure Solinum, qui, eux, ont un système décisionnel qui est très formalisé. Justement, ils ont beaucoup réfléchi à bah, comment on décide. Ils sont passés d'un système sur lequel ils utilisaient majoritairement une forme de décision et en fait qui ne pouvait pas très bien s'appliquer à toutes les décisions qui étaient prises. Et donc, ils ont pris un temps vraiment très conséquent pour se poser la question de, OK, sur quelle décision le système classique dans lequel on est ne fonctionne pas et quelles sont les autres modalités décisionnelles qu'on pourrait utiliser à cette place. Et aujourd'hui, ils ont construit un système décisionnel qui est plutôt robuste, qui va peut-être évoluer dans les années à venir en fonction des enjeux et des changements qu'ils vont rencontrer, mais qui vraiment articule plusieurs modalités, à la fois de la décision individuelle, pour donner vraiment de la responsabilité, de l'autonomie aux personnes dans leur poste, avec leurs compétences, sur leur périmètre, de la sollicitation d'avis, dès que les décisions commencent à croiser plusieurs autres équipes, qu'elles commencent à avoir de l'impact, etc. Avec cette idée d'être très transparent dans la prise de décision. Et puis aussi la décision par consentement, dans cette idée de dire on a besoin d'enrichir la décision collectivement, que la proposition décisionnelle qui est faite puisse être bonifiée par d'autres, et puis surtout qu'on soit très engagé collectivement dans la mise en œuvre de ces décisions-là. Et c'est vraiment la clarté et la formalisation du cadre qui est très sécurisante aussi dans la manière dont on peut engager ces équipes à activer ces différentes modalités décisionnelles. Et cette clarté, elle vient aussi avec la transparence. Alors que chez Solinum, par exemple, ils utilisent un logiciel sur lequel toutes les décisions qui vont être comme ça, par sollicitation d'avis, par consentement, voire certaines décisions individuelles qui sont très impactantes pour l'ensemble des équipes, en fait, sont centralisées dans leur système et ça permet vraiment à l'ensemble de l'organisation d'avoir connaissance de ce qui se décide, indépendamment du fait d'y avoir été associé ou non et d'éviter les flous, les opacités et le sentiment qu'il peut y avoir euh, du copinage sur certaines décisions, du favoritisme pour certaines personnes, etc. Donc vraiment cette clarté et du système décisionnel et en même temps cette transparence, ça apporte énormément de sécurité et ça permet aussi aux équipes de s'engager elles-mêmes dans leur capacité à prendre des décisions. Euh, Martin, je te laisse présenter le système Oui, sur lequel on a décidé de se pencher aujourd'hui. allez, allons-y. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions spontanément ou dans le chat. Euh, Est-ce que, je prends juste celle d'Ophélie parce que je me dis, je te l'envoie peut-être Mathilde juste avant de... Est-ce que vous avez des exemples de logiciels, systèmes pour suivre les décisions et la cartographie de gouvernance pour plus de transparence? Tu veux y répondre? Oui, bah là, pour le coup, sur les systèmes de décision, chez Solinum, ils utilisent Airtable. Il y a Lumio aussi, que toi tu connais bien, Martin, que tu utilises. Ouais, pour de la décision par consentement, Tout à plutôt. fait. Et dans les systèmes de cartographie de gouvernance, nous, par exemple, on travaille sur Rollbase. Et en fait, à chaque fois qu'on fait des comptes rendus de réunion ou qu'il y a des gros sujets, des grosses décisions à venir, en fait, elles sont systématiquement, on les inscrit systématiquement dedans. Donc, ça permet d'avoir cette transparence-là. D'autres systèmes auxquels tu penses, toi, Martin? Ben, Hola Spirit, Glass Frog, qui sont très holacratiques, hein, donc on va pas trop s'arrêter sur le terme, mais en tout cas qui sont des organisations en cercle articulé. Et Rollbase est plus manœuvrable, plus ouvert, on va dire.
Tout à fait. Et puis après, un système de poursuivre les décisions, voilà, Airtable, mais Notion peut faire aussi l'affaire. Voilà. On vous remet ça dans le chat, mais n'hésitez pas. Et puis donc peut-être rentrons dans le vote nuancé. Donc allons-y avec notre Sherlock là. Euh, ouais, voilà. Donc prenons déjà, en fait, le vote nuancé, il a été inventé, créé aussi en réponse aux insuffisances d'une modalité décisionnelle qui est celle du vote à la majorité. Puis dans l'exemple que je citais plus tôt avec Valérie Pécresse, en fait, du scrutin uninominal à deux tours. Bref, en fait, euh, que ce soit à un tour ou à deux tours, aller chercher la majorité avec enfin, deux ou plus de propositions. Et alors, en fait, elle est puissante cette modalité décisionnelle parce qu'elle est rapide, efficace, extrêmement claire, hein. On sait directement qui a gagné, quoi, hein. Ça, c'est très simple, hein, comme quand on sait quel candidat a gagné aux 20 heures de TF1, quoi. Par contre, c'est toujours plus complexe que pour ou contre ou tel candidat. Ça risque d'exacerber les décisions, ça permet des jeux d'influence ou des stratégies. Bah, ce qui est le plus reproché au scrutin uninominal à deux tours, par exemple en France, bah, c'est le fait de faire des votes utiles et donc du coup d'avoir des stratégies qui font qu'on ne vote pas pour notre candidat préféré ou la proposition préférée, mais qu'on vote pour une autre parce qu'on se dit qu'elle a plus de chances de l'emporter. Et puis, surtout, ça ne permet pas la délibération. Bah, forcément, c'est aussi un peu binaire. J'ai une seule voix à mettre dans l'urne et donc du coup, je vais voter pour telle ou telle proposition ou tel candidat sans avoir la possibilité de délibérer là-dessus. Pour autant, ça peut être efficace dans les organisations. On rencontre du vote à la majorité beaucoup dans des CA, dans des AG, quand il faut trancher avec efficacité et souvent ça a été préparé en amont. Par contre, c'est vrai que dans l'opérationnel, finalement, on peut poser le constat que c'est assez rare finalement en tant que manager ou dirigeant bah, de porter à la décision des propositions via la majorité. Et donc c'est pour ça qu'existe et a été créé le vote nuancé. Et le vote nuancé, en fait, il nous vient du jugement majoritaire. Donc on peut utiliser les deux. Je vais expliquer un peu les sensibilités, les différences entre les deux, mais c'est une version du jugement majoritaire qui est un peu plus simplifiée. Donc le jugement majoritaire, c'est un mode de scrutin qui a été inventé il y a une vingtaine d'années par des chercheurs du CNRS. Et c'est une méthode de vote par valeur où on attribue une mention, en général avec une échelle à 7 niveaux, mais pour chacune des propositions. Et donc là, c'est pour bien expliquer, c'est-à-dire pour reprendre cette idée de l'élection présidentielle, au lieu de mettre un seul vote dans l'urne, c'est-à-dire je vote pour telle personne, et bien là, via le jugement majoritaire et donc le sondage Opinionway qui a été fait plus tôt, hein, et qui a vu Valérie Pécresse bah, quelque part être nommée via ce sondage, eh bien les répondants, ils ont donné un avis sur l'ensemble des candidats et donc sur toutes les propositions de candidats ils ont pu dire s'ils étaient totalement d'accord, plutôt d'accord, ou à l'inverse, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord. Et donc, il y a donc une échelle, vous l'avez compris, d'attribution, une mention quelque part, et par contre, on se positionne sur l'ensemble des propositions ou des candidats. L'autre particularité, bah, c'est une détermination du gagnant par la médiane hein, dans ce jugement majoritaire. Et ce jugement majoritaire, bah, il a été très popularisé dans le cadre de la primaire.org, pour ceux qui s'en rappellent, à partir de 2016. Et partant de cette modalité décisionnelle qui était captivante, bah, il y a une personne qui s'appelle Arnaud Cavelier qui l'a reprise, qui a essayé de la simplifier, puisque le jugement majoritaire a quelques limites, notamment dans la manière de lire les résultats, l'accessibilité, voilà. Et donc, il en a proposé une version qu'on vous présente aujourd'hui parce qu'elle nous semble encore plus mobilisable dans un monde d'entreprise, qui est le vote nuancé. Et le vote nuancé, bah, c'est tout simple, hein, il suffit d'avoir trois actions ou propositions et minimum quatre participants. Et donc, euh, avec cette modalité décisionnelle, bah, on propose une échelle de nuances à 5 ou 7 niveaux en général, quoi, dans laquelle vous allez pouvoir, chaque participant va pouvoir juger la proposition
entre, par exemple, franchement contre, contre, sans avis, pour ou franchement pour. Donc ici, il y a 5 niveaux, mais si on avait 7, bah, ça serait plutôt pour et plutôt contre qui viendrait s'y rajouter. Et donc, on va ici récupérer l'ensemble des contributions des participants. Bien évidemment, il a la possibilité, une fois de plus, de mettre sans avis dedans. Et donc, si tu passes à la slide suivante, ce qu'on va voir, c'est que le résultat, il s'affiche de cette manière-là, c'est-à-dire la proposition gagnante, ça va être celle qui totalise en même temps le plus de partisans et le moins d'opposants. Donc, c'est tout simplement la proposition dans laquelle la différence entre ceux qui ont mis plutôt contre, contre ou tout à fait contre, la différence entre ces contre et les pour, eh bien, est la plus importante en termes de pour. C'est-à-dire là où il y a le plus de pour qui ont été réalisés sur une proposition. Peu importe qu'il y ait beaucoup de totalement pour ou peu de totalement pour vis-à-vis des autres, c'est la somme des pour moins la somme des contre qui compte. Et donc, c'est extrêmement simple de voir les résultats s'afficher. Et donc là, ici, bah, on voit que c'est Notre-Dame de la Garde de Marseille qui l'emporte avec un maximum de pour, un minimum de contre. Donc le dépouillage, la lecture, elle est très simple et le départage aussi, il est très simple. Voilà. Et par ailleurs, il y a une application qui est proposée qui s'appelle AppDeco, voilà, qui a quelques failles, mais en tout cas qui a le mérite d'être relativement simple à utiliser et qui permet d'utiliser le vote nuancé de manière gratuite avec ses équipes. On n'a pas d'action chez eux, on vous en fait la pub parce qu'on trouve ça chouette, quoi. Et donc, ce qu'on peut voir ici, quels sont les avantages, les inconvénients entre le vote uninominal, le jugement majoritaire ou le vote nuancé, sans m'attarder trop sur voilà, l'ensemble du tableau de comparaison, bah, c'est que dans le vote uninominal, il n'y a aucune nuance qui est exprimable. On a juste bah, un nom, une proposition à mettre dans l'urne, et le résultat, il est un peu binaire. Là où, dans le vote nuancé, bah, on va avoir cette utilisation d'une échelle avec des mentions bah, qui rend beaucoup plus riche finalement toute l'information qu'on récupère. Au lieu de savoir juste si vous votez pour une personne ou voilà et pas pour une autre, bah là vous allez donner votre avis sur toutes les propositions. Et donc ça c'est beaucoup plus riche et donc aussi bah, le résultat il est aussi beaucoup plus intéressant. En tout cas ce qu'il fait ressortir, comme toute modalité décisionnelle, bah, elle a des avantages et des inconvénients et des biais, bah, c'est que ici, ce que ça va faire ressortir, c'est la proposition qui emporte le plus de pour et le moins de contre. Donc, dans le cas de l'exemple qu'on donnait tout à l'heure, c'est Valérie Pécresse qui rencontrait le plus de pour et le moins de contre. Et le calcul, le départage, il est simple, il est facile à mettre en œuvre. Et voilà les grandes différences qu'on pouvait afficher ici. Je rentre pas trop dans le détail entre les différences entre le jugement majoritaire et le vote nuancé, mais c'est globalement la prise en compte des sans-avis et la méthode de calcul, de départage, l'affichage des résultats qui est simplifié avec le vote nuancé. Euh, Quand est-ce qu'on l'utilise, Martin? Ouais, tout à fait. J'allais prendre la question de Julie qui demande, j'ai l'impression que le contre compte pareil que le totalement contre dans la nuance. Il n'y a pas de pondération. Alors en effet, il n'y a pas de pondération, c'est-à-dire que dans le vote nuancé, on prend la somme de tous les contres et enfin pardon, on prend tous les pour et on y retire tous les contre et c'est celui qui a voilà, la meilleure quelque part différence qui gagne. Et par contre, dans le départage, on peut justement utiliser cette différenciation entre ce qu'il y en a qui ont plus de totalement pour que de pour les départager. Donc en effet, on ne différencie pas, on ne pondère pas les pour et les contre. On cherche juste à ce que à prendre la proposition qui a le plus de pour, le moins de contre. Et ça a le mérite d'être très clair à comprendre. J'espère répondre à votre question, Julie. Euh, et donc, pardon Mathilde, je m'auto-transitionne vers la suite. Donc, quand l'utiliser, bah, lorsque vous souhaitez mobiliser des équipes, les engager, lorsque le problème, les solutions proposées sont clairement définies, voire même, en fait, elles peuvent être proposées pas par le manager, mais par les équipes, hein, ces propositions. Donc, ça peut donner lieu à de la délibération en amont. Et puis lorsque vous avez besoin de confidentialité, parce que l'outil peut offrir de la confidentialité, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs avec le vote à la majorité, bah, on sort pas toujours une urne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça finit souvent au vote à main levée, alors que là, on va avoir un outil qui garantit la confidentialité. Puis surtout lorsqu'on a besoin de nuances, c'est-à-dire, voilà, on va pas juste chercher une proposition, mais on va chercher à avoir de l'information sur toutes les propositions qui ont été effectuées.
Et puis, bah, forcément, ça nécessite quand même un certain nombre de choses, bah, de respecter le nombre minimum de propositions de votants, de tester le système parce qu'il est nouveau et puis il faut que les gens le comprennent. Donc, ça nécessite d'expliquer, d'être pédagogue. Pas y recourir trop souvent. Bah voilà, faites-le pour les décisions qui comptent, hein, parce que des fois, il y a plus simple euh, que de passer par un vote nuancé. On va vous faire Bon. tester l'outil. Mm. Vas-y, L'idée, Mathilde. c'était de dire, ok, c'est comme ça, de manière très courte, ça peut être un peu abrupt quand on ne connaît pas du tout ce système-là, de se dire, non, mais attends, j'ai pas tout compris. Et donc, on s'est dit, bah tiens, testons-le en fait ensemble. Et donc, on vous propose, je vais vous mettre tout de suite le lien dans le chat. Ce sera plus simple plutôt que d'avoir à le copier. Vous pouvez retrouver le lien sur lequel vous pouvez vous connecter. Et l'idée, c'est d'opérer tout de suite une expérimentation. Et on vous laisse du coup voter pour chaque proposition, propositions qui ont été élaborées juste avant, avec la question de Martin, de savoir quels sont les sujets qui touchent vos organisations. Parce que l'idée, c'est de se dire, bah tiens, ça peut être intéressant pour nous de voir quels sont les sujets qui remportent le plus de suffrages en termes d'intérêt pour nos prochains webinaires. Alors normalement, vous avez pu cliquer dessus et vous avez bah, voilà, un vote nuancé à réaliser. On vous laisse le faire et prendre un peu de temps de réflexion, puis après on affiche les résultats. Je vais couper mon écran, Martin, comme ça, si tu veux afficher les résultats juste après. Mm. Combien de propositions on avait, Martin? Parce que moi, j'ai pas Faites. regardé le nombre de propositions. 7 propositions. Et donc j'attends de voir un peu le nombre de répondants et je vous affiche ça tout de suite. Voilà, on est à une dizaine de votes, donc on est parfait. Je vais vous partager mon écran et je vais hop. Et donc là, vous voyez normalement, est-ce que vous voyez bien mon écran? Donc j'ai fait afficher pas tous les résultats, mais les 5 qui ressortaient en majorité. Euh, et donc ressortent réguler les tensions qu'on voit ici en premier. Donc là on voit qu'il y a eu 5 franchement absolument pour, euh, 3 franchement pour et un pour. En deuxième, on a des réunions efficaces et courtes. En trois, on a mobilisé et fidélisé les collaborateurs dans des démarches de transformation. L'holacratie aussi qui ressort avec un peu moins de pour. Et puis en cinq, célébrer et avoir des organisations joyeuses par temps difficile. Voilà l'affichage des résultats. Plus il y a de participants, plus vous voyez finalement de diversité et de nuances encore apparaître, hein, parce que imaginez à 50, bah là vous avez encore plus bah, de mentions comptes qui s'affichent, etc. Mais voilà ce qui ressort, et puis après vous pouvez avoir les résultats individuels par proposition en fait qui permettent de voir le nombre de partisans, d'opposants, voilà. Donc on voit déjà que la dernière, bah, elle a eu un peu de contre voilà, qui est ressorti, mais moins que celles qui ont été mises de côté.